La reconnaissance des homosexuels a progressé de façon relativement rapide dans notre société ces 2 dernières décennies. Preuve en est l'égalité devant le mariage. C'est une réalité pour un septième de la population mondiale depuis le début de ce mois, puisque le cap du milliard d'êtres humains pour qui le mariage homosexuel est possible a été franchi, alors même qu'il y a 15 ans seulement, le mariage homosexuel n'existait tout simplement pas. Alors l'accession au mariage, c'est l'un des signes tangibles, de nombreux autres pas ont été franchis dans l'égalité des droits pour les couples de même sexe, et pour parler de cette évolution vers une société plus favorable aux homosexuels, plus gay-friendly, comme on dit, nous recevons Thierry Delessert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité en Suisse. Merci d'être notre invité ce matin jusqu'à 8h. Alors je le disais, il y a 15 ans, les Pays-Bas étaient le premier État à reconnaître le mariage gay. Aujourd'hui, la population cumulée des pays où le mariage homosexuel est reconnu a donc dépassé le milliard. On a le sentiment finalement que nos sociétés ont fait des pas de géant en très peu de temps. Est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce la réalité ? Alors c'est à la fois une réalité dans le sens que nous trouvons en effet sur quelque chose qui est relativement court. C'est 2001 aux Pays-Bas qui a introduit le mariage et environ 15 ans après, on se retrouve en effet devant ce tableau assez impressionnant de pays qui octroient le droit de se marier. En même temps, on est devant quelque chose qui est plus de l'équité que de l'égalité, dans le sens que si on se situe sur un plus longtemps, disons jusque depuis les années 70, au moment où se trouve l'affirmation positive des homosexuels et des lesbiennes, là, on commence à se rendre compte qu'on se trouve sur une temporalité qui est plus si courte que ça. Mais bref, 70, c'est pas si vieux que ça, on se dira, c'est jamais que 40, 50 ans en arrière, on était né. Donc, dans le fond, on a fait de nouveau un pas de géant. Oui, parce que il n'empêche, c'est vrai, en 1 ou 2 générations, on va dire, le modèle social unique du couple, constitué de tout temps, quand même, d'un homme et d'une femme, a volé en éclats, on peut le dire, ça. Ça fait déjà plus longtemps qu'il a volé en éclats. Le modèle de la famille nucléaire, c'est post-seconde guerre mondiale. Je pense que les recompositions maritales et parentales existent déjà depuis longtemps. Peut-être, mais en parlant d'homosexualité en tout cas. Là, en revanche, n'est-ce pas ? Oui, d'accord. Là, on peut dire qu'en 1 ou 2 générations, ça a volé en éclats. C'est un changement saisissant, non, quand même ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une forme de tolérance officielle, une forme d'acceptation officielle, mais en même temps, si on regarde les autres statistiques, elles sont toujours aussi dramatiques en réalité, parce que qu'est-ce qui se passe ? Dans tous les pays que vous citez, donc c'est déjà les pays occidentaux, c'est l'ancien bloc occidental de la guerre froide, on a toujours l'exode vers les grandes villes, qu'on observe. On a toujours un taux de suicide plus élevé chez les jeunes gays, lesbiennes, trans que dans la population hétérosexuelle. On a toujours des mécanismes homophobes qui se situent à l'intérieur même des familles. Donc oui, on se trouve devant quelque chose qui a très fortement évolué, et dans un autre côté, moi qui regarde plutôt des choses comme étant des continuités et des ruptures, on est devant quelque chose qui demeure, malgré tout, pas si acceptant que ça. D'accord. La tolérance, c'est de la pitié. La tolérance, c'est de la pitié, aujourd'hui, tout de même, alors j'ai envie d'être quand même un petit peu optimiste par rapport à vous. La jeune génération peut vivre son homosexualité de façon beaucoup plus ouverte et reconnue. Comment vous expliquez la rapidité de cette évolution, de cette relative, on va dire, ouverture ? Non, alors ça, c'est clair que par rapport aux plus jeunes générations, il y a le phénomène du militantisme de gens qui l'ont mené dans les années 70. Il y a le fait, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, que le sida ne s'est pas transformé en un stigmate, au contraire même, a été retourné et même, promu par les autorités fédérales comme étant une vision positive. C'est clair aussi que si on regarde les séries pour les teenagers quand ils rentrent du collège ou de l'université, il y a malgré tout toujours un personnage maintenant, gay ou lesbien, pas si ridicule que ça. Donc, il y a aussi quelque chose, c'est qu'en fait, vous, les médias, avez véhiculé
des interrogations qui sont différentes et qui sortent du stigmate. D'ailleurs, la preuve, vous m'avez invité. Donc, il y a aussi les médias qui ont joué un rôle assez important. Mais est-ce qu'ils ont joué un rôle ou est-ce qu'ils ont accompagné finalement une évolution qui était perceptible au sein de la société ? Ah, je suis pas si sûr que ça. Parce que, par exemple, quand ici, à Lausanne, il y a eu l'homomanif de 1981, par exemple, le 24 heures ne relate que les 500 hommes homosexuels, alors qu'il y avait 500 autres lesbiennes que le 24 heures n'a pas pris la peine de citer. D'accord. Donc c'est les médias qui ont changé, vous voulez dire ? Ouais. D'accord. Parce qu'on peut voir ou pas voir. C'est clair. Alors, cela dit, les homosexuels sont rares, justement, en parlant de voir, ils sont rares à s'afficher ouvertement en couple dans l'espace public. Pour quelle raison, selon vous ? Alors, d'où vient cette pudeur encore ? Alors, pudeur, c'est toujours très relatif. Récemment, j'ai vu un petit couple dans le métro qui s'embrassait. C'est rare quand même, non ? Il fallait voir les réactions des gens dans le métro. Ah. Ouais. C'est ce qui montre bien qu'on se trouve sur quelque chose qui tolère, mais qui n'accepte pas la différence. Et surtout, je pense qu'en Romandie, on se trouve vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'autocontrainte, de la retenue, de laisser les choses dans le mystère, mais très profond, mais qui n'est pas seulement lié aux gays et lesbiennes elles-mêmes, c'est que c'est vraiment lié à notre société. C'est vrai que si on va à Zurich, là, par contre, la différence, elle est flagrante. Ils ont eu une maire qui était une mairesse, pardon, une syndic, qui était ouvertement homosexuelle. Vous promenez le long de la Sille et vous voyez en effet des couples se tenir par la main. Puis on arrive à Lausanne ou à Genève et en effet. Et c'est dû à quoi ? Pourquoi en Suisse romande on est plus, on va dire, on est plus conservateur, on est plus frileux, on est plus stigmatisant peut-être par rapport à des comportements justement dans l'espace public ? De manière globale, moi j'ai pas simplement travaillé sur des comparaisons entre le droit allemand et le droit français. Le droit français, comment dire, veut laisser dans le fond tout le sordide sexuel, bref, ces choses sous la couverture et surtout dans le mystère. Tandis que le droit allemand est plutôt dans une logique objective, c'est-à-dire que le juge doit savoir. Et ça influence très certainement, très profondément, la manière dont on se comporte de part et d'autre de la sarine, mais comme maintenant de plus en plus je commence à l'aborder, à le réfléchir, de part et d'autre du Rhin. C'est-à-dire que, en effet, Paris n'est pas Berlin. Et ça aussi, c'est flagrant. D'accord, Paris, voilà, la grande capitale, la belle ville et compagnie. Bon, ils ont eu aussi un maire qui était homosexuel là-bas à Paris. Oui, mais alors pas aussi flamboyant que le maire qui sont actuellement à Berlin. D'accord. C'est quand même avec une certaine retenue. C'est très limité à un quartier à Paris. Sitôt que vous quittez le quartier du Marais, c'est Lausanne. Berlin, moi, ça m'a beaucoup frappé, parce que c'est plus un ghetto, quoi. C'est partout. C'est partout. C'est plus un ghetto. Alors, on parlait de la Suisse, justement. Il n'y a pas si longtemps, il faut le rappeler peut-être, l'homosexualité était interdite dans notre pays. On risquait tout simplement la prison. Alors, oh mon Dieu. Par rapport à la pénalisation, la Suisse est formidablement progressiste. Puisque, en 1942, il y a la dépénalisation de l'homosexualité entre adultes consentants, du moment que c'est dans le privé, avec les rideaux tirés, bien sûr, et contre la pénalisation des actes commis sur des mineurs de moins de 20 ans, l'abus de détresse, la prostitution. C'était puni, par contre, dans le code pénal militaire. Et ce que je suis en train de travailler actuellement, enfin mon prochain opus, montre que dans les années 50, il y a eu un transfert, dans le fond, du code pénal militaire dans la société civile. Et la police
a commencé à appliquer des mesures assez expéditives d'interrogation assez larges. Là, j'ai travaillé sur des archives très chouquinettes ici, dans le canton de Vaud, où il y a une ramification sur la ville de Lausanne qui montre bien que la police sait, mais se tait. Et on a ce phénomène de prison, de pénalisation, de tolérance et autres. Et c'est en 92, en fait, que l'ensemble des dispositifs sont abolis dans le code pénal suisse, tout comme en 92 est enfin introduit le viol conjugal. Donc, c'est en 92 que cela se produit. Après, on veut toujours montrer la Suisse comme étant la Punzel de l'Europe. Mais ça encore, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à accepter. Parce que le processus de révision, en réalité, a commencé en 71, 73. C'est ça, ouais. Et beaucoup de pays, dans le fond, qui ont juste des décrets présidentiels, qui, autrement dit, nous apparaissent comme étant fulgurant en termes de progrès, ben voilà, après il faut des décrets d'application, tandis que chez nous, peut-être qu'on est entre guillemets en retard le jour où ça passe en votation, mais dans la réalité, dans les grandes villes, c'est déjà appliqué depuis 10 ans. Ouais. Alors, la reconnaissance de l'homosexualité, Thierry Delessert, n'a pas progressé évidemment partout dans le monde. Hein. Non. Elle est toujours interdite dans de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie. Est-ce qu'il y a tout de même dans ces zones-là, des changements perceptibles, hein, selon vous ? Oh mon Dieu. C'est une affaire de géopolitique, c'est une affaire de perception que les pays du Nord imposent, des canevas culturels. C'est une affaire de revanche aussi, si vous regardez comme il faut. Parce que pas simplement d'historiens qui travaillent sur la période coloniale, s'ils osent aborder la question du disparate sexuel, dirons-nous, va vous dire qu'en Afrique, c'est totalement libre, que c'est totalement dans les mœurs. Moi, j'ai même trouvé des sources ici sous la Seconde Guerre mondiale d'un soldat suisse qui disait « Oh, mais en Afrique, ils ont ça dans le sang ». Et maintenant, on se retrouve dans le fond derrière un retournement du stigmate par rapport à l'ancien colonisateur. Ça, c'est David Paternotte, c'est un chercheur à l'Université libre de Bruxelles qui aussi postule que notamment l'attitude de la Russie à l'encontre de l'homosexualité est une espèce de géopolitique, de géopolitique fortement, comment dire, c'est pas fortement, mais disons anti-européenne, mais de manière, comment dire, au-delà de toute raison. D'accord. Thierry Delessert, alors toujours en parlant des pays, ce qui frappe quand on regarde la carte justement mondiale des pays qui ont accepté le mariage homosexuel, c'est d'y voir aussi une très grande partie des pays catholiques en Europe et en Amérique latine. Oui. Alors je dirais que c'est un peu surprenant tout de même, puisque d'habitude les pays catholiques sont tout de même les plus conservateurs en matière de mœurs. Comment vous expliquez ça ? Ah bah ça c'est bien quelque chose qui moi me surprend dans les propres recherches que je fais actuellement. L'image d'une église catholique inexorablement à la remorque, là encore, ne tient plus. Par exemple, dans les années 70, ici en Suisse, suite au concile de Vatican II, les conseils synodaux qui se sont tenus en Suisse ont été extrêmement progressistes. Alors certes, ils refusent la bénédiction des couples homosexuels, mais ils reconnaissent que l'homosexualité est au même niveau que l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, il faut quand même bien voir que dans les années 70, c'est une perversion puisque c'est un homme et une femme qui veulent pas avoir d'enfants. Donc je vous laisse deviner comment est-ce qu'ils le font. Ils mettent sur pied d'égalité, dans le fond, l'être, Ils ne sont pas du tout à cette époque-là sur Dieu aime les homosexuels mais pas l'homosexualité, qui est maintenant plutôt le créneau. L'Église catholique suisse se fait remettre au pas, mais séance tenante en 75 par le Vatican, et c'est l'Église protestante qui prend le relais. C'est lié à l'interœcuménisme helvétique. Récemment, lors d'un colloque à Berlin, on s'est rendu compte que s'est produit la même chose en Hollande et en Allemagne. Donc voilà pour ce qui est de notre vision de l'Église catholique ici, disons dans les pays du Nord, de l'ancien bloc occidental. Après, si on regarde l'Amérique latine,
C'est la théologie de la libération. Mhm. Ils ont toujours été, dans le fond, passablement bousculés par Paul II, pardon. On se trouve devant une autre approche du catholicisme et de l'intercommunisme. Et puis, il y a une chose que je viens de lire dans un ouvrage qui vient de sortir, Sexualité en révolution. Par exemple, pour ce qui est de la Colombie, parce que c'est vraiment une découverte que je viens de faire, les FARC eux-mêmes avaient introduit une forme de partenariat enregistré dans leur propre rang, tout comme ils avaient introduit une forme d'interdiction du viol, de la plurimaritalité. Et dans le fond, même les révolutionnaires colombiens ont fait quelque chose qui est très proche de maintenant de ce que le Code civil colombien a en vigueur. Donc, catholique. Ouais. D'accord.